crise, dans mon expérience, c'est qu'il est très important d'avoir un système de santé résilient, puisque un bon système de soins permet de réduire la mortalité. Même lorsqu'il n'y a pas de traitement spécifique ou il n'y a pas de vaccin disponible, en offrant des soutiens de soins de qualité, on peut réduire la mortalité de toute maladie, même une maladie X. Et il est donc très important d'avoir des systèmes de santé résilients pour la prochaine crise, mais malheureusement, cela doit également faire partie de cet agenda de préparation, puisqu'on a pu voir après la crise du Covid-19 que de nombreux systèmes de santé ont beaucoup souffert pendant cette crise de 3 ans et demi, et il faut maintenant se reprendre, se remettre et reconstruire le système de santé avec des bons travailleurs de la santé pour se préparer à la prochaine pandémie. Troisièmement, il faut se préparer à différents scénarios. Bien évidemment, souvent, on se dit qu'il faut se préparer au pire et espérer le meilleur. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement la meilleure approche. Bien évidemment, il faut se préparer au pire, mais imaginez que le pire ne vienne pas et il faudrait être flexible afin de s'assurer de ne pas mettre en œuvre des mesures trop extrêmes et trop fortes par rapport aux risques réels. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de scénarios pour maintenir un certain niveau de flexibilité, mais également calibrer les mesures de contrôle et éviter des confinements s'ils ne sont pas nécessaires ou de fermer des écoles si cela n'est pas nécessaire non plus. Et donc, il est vraiment très important d'avoir cette flexibilité et il faut également utiliser différents scénarios afin de s'assurer d'avoir une meilleure égalité. Et ces scénarios nous aideront à nous assurer que dans les pays et entre les pays, les populations les plus vulnérables peuvent être protégées et soutenues dans tout type de crise. Gina Saman, qui va animer ces discussions, va également nous présenter prêt pour ceux qui ont raté les webinaires précédents. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que vous allez entendre différentes personnes de différentes expériences, d'entités nationales, de ministères de la Santé, mais également des collègues de différentes régions du monde, afin que nous puissions échanger sur nos expériences et apprendre les uns des autres et voir comment nous pouvons ensemble mieux se préparer et être inspirés par nos collègues de partout dans le monde afin de pouvoir nous améliorer, mais également passer à l'échelle dans nos plans de préparation afin que nous soyons tous ensemble mieux préparés à la prochaine crise à venir. Sur ce, je redonne la parole à Supriya ou à Gina afin de gérer le reste de ce webinaire et merci encore de nous avoir rejoints. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Thank you. So that we are really all together much better place for the next crisis to come. So with this, I give the floor back to Supriya or Gina to manage the rest of this webinar. And thanks again for joining us. It's a real pleasure to be with you today. Thank you very much, Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie. Maybe Supriya, I will take over and you can mute at this moment. Thank you very much. Colleagues, welcome. We have 100. Chers collègues, merci. Nous avons 162 personnes enregistrées, 162 pays qui se sont enregistrés pour participer à cet appel. Et comme je le vois dans les commentaires, il y a quelqu'un du Qatar, quelqu'un du Bhoutan, quelqu'un d'Australie, Canberra, le Pérou, la Bolivie. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes dans un élan pour la préparation aux pandémies. Merci de nous rejoindre des différents fuseaux horaires pour cet appel et c'est votre énergie, votre inspiration qui rend cela possible. J'ai besoin qu'on me dise si vous pouvez voir mes diapos. Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer, s'il vous plaît? Oui, on les voit. Merci. Chers collègues, je vais rapidement vous présenter prêt, au cas où vous ne le connaissiez pas, se préparer à la prochaine pandémie. Ensuite, nous passerons aux présentations du bureau africain, puis des discussions panel. On va entendre l'expérience de droit pays. Alors, commençons. Qu'est-ce que prêt? Prêt est une nouvelle approche pour améliorer la préparation aux pandémies.
pour des groupes de pathogènes basés sur leur mode de transmission. L'idée ici, c'est que nous sommes toujours en train d'essayer d'ajuster les systèmes, de renforcer nos capacités avec ce qui est disponible, ce qui existe, et nous les élaborons au fur et à mesure. Et c'est ça le concept de prêt. Une planification de pandémie selon le mode de transmission. Pourquoi cette approche? Vous avez peut-être déjà vu ces diapos sur notre site web. L'idée est d'être efficace, fonctionnel, en capitalisant sur ce qui existe déjà, de nous baser sur les risques. Il y a des pathogènes qui peuvent causer des pandémies et d'autres non. Des pathogènes que l'on ne connaîtrait pas, pathogènes X. Nous souhaitons être collaboratifs, innovants, notamment à la suite du Covid-19 où de nombreuses innovations ont été présentées et c'est l'occasion de les intégrer à nos systèmes de résilience. Alors, concernant le concept de prêt, et notamment à la suite de la pandémie de Covid-19, nous pensions qu'il valait mieux commencer par des pathogènes respiratoires. Là, vous pouvez voir cette animation d'un poumon, et c'est le module numéro 1 de prêt, les pathogènes respiratoires. Alors, qu'est-ce qu'offre ce premier module? Un cadre d'organisation pour se préparer, des actions clés organisées autour des 5 C. Je détaillerai un peu ce que c'est dans un instant. Il y a 3 étages de renforcement de la préparation de manière transversale, des groupes pathogènes et spécifiques aux pathogènes. Le module souligne également une approche basée sur la société tout entière, puisqu'on a pu l'apprendre avec le Covid-19, l'engagement de toute la société est crucial, un engagement multiniveau, et offre des outils et ressources pour aider les pays et parties prenantes dans leur planification et préparation. L'idée, c'est d'avoir une plateforme collaborative pour soutenir les pays et les partenaires pour développer et mettre à jour leur plan de préparation. L'idée, c'est de travailler ensemble. Et donc, si c'est votre premier webinaire EpiWin pour prêt, sachez que ce ne sera pas le dernier. Rejoignez-nous à l'avenir et vous verrez également tous les enregistrements de ces webinaires disponibles sur le site web pour que nous puissions continuer à travailler ensemble. Préparez-vous à l'avenir. Alors, les parties prenantes nous demandent parfois que fait ce module? Est-ce qu'il renforce notre préparation ou bien notre préparation à la riposte? Eh bien, en fait, il fait un peu des deux. Il fournit donc un plan de contingence sur quoi faire lorsqu'un événement est identifié, lorsqu'il y a une transmission au niveau de la communauté, lorsqu'elle s'étend vers d'autres lieux ou d'autres zones, et elle définit ce que nous faisons lors de ces étapes de riposte et ce qu'il faut faire également entre 2 épidémies pour se préparer. Donc, répondre aux besoins en matière de préparation et de riposte. Et quel est ce cadre donc organisationnel? Eh bien, nous collaborons de façon pérenne pour renforcer donc les systèmes multisectoriels, les communautés. Il y a, je vois, des représentants d'aéroports qui travaillent dans le domaine de la santé. Il y a d'autres institutions qui sont en ligne et cette collaboration interinstitutionnelle est essentielle. Pour renforcer les capacités en matière d'urgence, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous avons une surveillance continue, la possibilité de détecter un événement, de le surveiller, de détecter des changements au niveau territorial, national, régional ou mondial. Il y a ensuite donc, au-dessus de cela, bien sûr, le stade opérationnel, donc la prévention et la préparation. L'intervention des systèmes de santé est essentielle. Donc l'émergence et l'identification d'un nouveau pathogène. Ensuite, il y a donc la riposte. Ensuite, nous préparons et nous mettons en place le plan de contingence. Lorsqu'il y a une transmission au sein d'une communauté, nous faisons une riposte élaborée. Nous pouvons également peut-être disséminer la transmission
qui va s'étendre au-delà d'une communauté, d'une région. Et il a peut-être besoin d'une intervention internationale, mondiale. L'idée est que si nous arrivons à cette situation, nous ne baissons pas les bras, nous n'arrêtons pas, mais nous poursuivons les actions de riposte et nous les ajustons et nous les changeons selon les besoins. Et l'idée est donc de poursuivre l'élaboration de la riposte. Ensuite, nous allons arriver à une situation qui se stabilise, nous reprenons nos processus et nous atteignons donc l'interpandémie et nous continuons de travailler sur la prévention et la préparation. Donc voilà le cadre d'organisation qui nous aide à nous préparer et à toujours être prêts, à réfléchir à ce que nous renforçons, ce que nous construisons, comment nous agissons, ce que nous faisons. Et pendant la période interpandémie également, nous allons entendre donc parler les pays et leurs expériences, le Liban, la Suisse, le Mexique. Nous nous réjouissons de cette discussion de panel que nous allons avoir aujourd'hui. Et alors que nous avançons, nous conseillons aux pays de se préparer, de réfléchir à leur projet de programme, à tester leur programme et bien sûr à mettre en œuvre ces actions pour pouvoir renforcer la préparation, effectuer du suivi et améliorer la préparation et le suivi. Comment allons-nous faire ça? Sachez qu'il y a toutes sortes de ressources qui sont déjà disponibles ou qui seront disponibles. Donc tout d'abord le premier module qui se concentre sur les pathogènes respiratoires et qui est disponible sur le site avec un formulaire et une checklist avec toutes sortes de détails qui vous sera communiqué très prochainement. Je remercie les collègues qui ont contribué. Et ensuite, un nouveau cadre de suivi. Comment allons-nous savoir que notre système de préparation et de résilience s'améliore? Eh bien, nous devons bien sûr faire des suivis, créer des packages d'outils, d'outils de plaidoyer, et n'hésitez pas à vous prendre contact avec nous pour recevoir ces outils et ces packages. Et nous collaborons bien sûr avec des partenaires pour mettre en œuvre la feuille de route mondiale. Et comme vous le savez, comme il y a 62 représentants de pays qui sont présents ici aujourd'hui, nous allons tous aller dans la même direction et nous vous remercions de votre engagement. Bien sûr, il y a l'analyse donc des leçons de la COVID-19 qui nous inspire et qui nous guide pour la suite. Voilà pour les ressources. Maintenant, en matière de méthode pour travailler ensemble, bienvenue à ces webinaires donc EpiWin, où l'on partage des connaissances, on partage des informations. Nous espérons avoir une communauté de pratique en ligne qui nous permettra de partager des ressources et créer des forums. Nous espérons créer un réseau prêt, donc ces prochains mois où l'on pourra échanger entre experts pour partager nos expériences. Nous avons donc le site PRET, l'acronyme de cette initiative, avec beaucoup de matériel et d'informations, de partage d'informations, d'expériences, des mises à jour de programmes et des possibilités de collaboration entre les pays et les parties prenantes autour de la préparation et la planification à des menaces émergentes telles que les pandémies. Et ensuite, un forum qui engage donc tous les participants du monde entier. Et ici, nous sommes très fiers de ce transparent qui concerne la planification. Nous avons lancé donc un appel à l'action pour toutes les parties prenantes pour avancer vers la prochaine ère de planification de lutte contre les pandémies. Un mois plus tard, nous avions 54 pays de 5 régions qui s'étaient déjà attelés à travailler sur la programmation de lutte contre les pandémies seulement un mois après. Donc, nous les félicitons. Cela représente un effort important et nous espérons que d'ici à la fin 2023, nous aurons plus de 100 pays des 6 régions collaborons avec l'OMS pour mettre à jour leur plan de riposte aux pandémies. Donc, d'avance, nous vous félicitons. Nous allons entendre parler de 3 pays aujourd'hui qui vont s'exprimer sur le sujet. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des choses que vous souhaitez partager avec et la communauté. Voici une image qui représente ce qu'il se passe, où les planifications et le travail a commencé, où des activités existent déjà. De nouveau, nous parlons donc de préparation depuis mai 2023. Nous voyons que les choses avancent très, très rapidement et nous allons poursuivre les mises à jour avec nos collègues qui se trouvent dans les pays et dans les régions. Avec cela, j'espère que vous avez compris donc le concept de PREI, Initiative pour la préparation et la résilience face aux menaces émergentes. Et je félicite de nouveau les pays pour
leur contribution et leur élan quant à la programmation de lutte contre les pandémies, les partenaires qui s'engagent avec nous et toutes les équipes de l'OMS qui nous guident et qui nous orientent et collaborent au niveau des pays. Merci pour votre engagement et tous vos efforts. Nous allons maintenant entendre parler les personnes qui travaillent. Donc, sur le panel, nous avons Belinda Herring, donc responsable technique de la préparation pour la région africaine de l'OMS, le bureau régional pour l'Afrique, et elle va nous parler de son expérience en Afrique. J'espère que ces diapositives vont pouvoir être mises à l'écran maintenant. Merci beaucoup Gina. Bonjour, bon après-midi et bonsoir, où que vous soyez. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de fournir et parler de notre expérience dans la région africaine. Gina, they're not coming up on my screen, should they be? And do I just say next slide? Alors, pour les transparents, voilà. So the first slide, I think should. Nous les avons mis à l'écran. Nous allons les mettre en mode plein écran. That's the second slide. Oh, okay. So that's Voilà, parfait. Merci beaucoup. once again, good morning, good evening. Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. And I'm going to provide some experiences that we've Je vais parler donc de nos expériences de la région africaine. So we started our pandemic Donc, pandemic preparedness planning. nous avons commencé la programmation pour la lutte et la préparation de lutte contre les pandémies en 2018 et cela a fait partie donc du cadre de préparation contre les pandémies de grippe. L'objectif était d'avoir des pays qui aient donc un programme de préparation et de riposte contre la grippe. Et cela a été opportun puisque avec la pandémie, nous avons pu maintenant reprendre ce que nous avions déjà fait dans ce domaine et fonder nos actions sur ce que nous avions déjà acquis. Alors, si je regarde donc la préparation à la pandémie, nous avions déjà organisé des ateliers dans 16 pays qui figurent à l'écran, ceci avant la pandémie de COVID-19. Ensuite, la pandémie a été déclarée, donc tout a été suspendu. Et nous avons repris notre planification de lutte contre la pandémie avec cette initiative PREP, qui est très similaire de l'approche que nous avions au niveau de son infrastructure que nous avions avec le PIP. Et notre approche n'a pas beaucoup changé. Dans cette région, il y a donc 47 pays, une grande région avec divers degrés de capacité et de préparation. Et bien sûr, les personnes n'ont pas toujours les ressources ou les moyens. Donc, c'est une opportunité pour nous de réunir tous les secteurs. C'est l'occasion unique de pouvoir dialoguer ensemble. Notre approche se concentre donc sur des ateliers multipartites avec la participation des pays. Nous avons d'abord parlé aux responsables de pays, de points focaux, par exemple, pour la prévention, le suivi, les points focaux COVID ou de maladies infectieuses, par exemple. Et avant que ces responsables se présentent aux ateliers, on leur demande d'identifier tous les documents existants qui peuvent les soutenir dans leur travail. Donc, des plans d'action nationale pour la sécurité en matière de santé, des programmes pour la planification de lutte contre la grippe, des rapports annuels sur les capacités et donc tous les documents qui pourraient être en lien avec le travail et le domaine parce que cela va être utilisé comme base. Les documents concernant le RSI également, Règlement sanitaire international. Ensuite, donc, nous organisons un
atelier. Nous invitons donc des représentants de chaque pays et nous demandons des représentants de plusieurs secteurs pour avoir toute une gamme de personnes qui œuvrent dans le domaine de la préparation à la riposte en cas d'urgence. Ensuite, les responsables de pays se rencontrent et on leur demande de rédiger un projet zéro d'un programme. Donc, l'objectif de l'atelier est qu'ils repartent avec un outil qu'ils peuvent développer ensuite. Car, bien sûr, ils ne vont pas lancer quelque chose tout de suite, ils ne vont pas commencer et terminer un travail lors d'un atelier en quelques jours. Mais bien sûr, cela requiert un engagement plus étendu avec toutes sortes d'autres entités, personnes. Et nous avons parlé de tous les secteurs intégrés dans la riposte à la COVID et il y en a beaucoup. Donc, une fois que les responsables et représentants de pays retournent dans leur pays, les officiers régionaux vont les aider à finaliser leur programme à travers des exercices de simulation ou alors des ateliers. S'ils veulent donc être ambassadeurs pour prêt et collaborer avec d'autres pays pour partager leurs expériences, eh bien, nous tentons de les soutenir pour qu'ils finissent et finalisent leur programme de riposte. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons organisé 3 ateliers dans la région. Tout d'abord, un en anglais, donc dans le bureau régional ici à Brazzaville, un autre en français avec 6 pays représentés et tout récemment au Cap-Vert, un atelier avec les pays lusophones. Le format de chaque atelier est assez ressemblant et bien sûr, c'est une courbe d'apprentissage pour nous. Nous apprenons bien sûr alors que nous faisons sur comment améliorer notre travail. Certains pays se présentent avec des programmes de riposte à la grippe, par exemple, avec des mises à jour. D'autres viennent avec rien du tout. Donc, nous tentons de nous ajuster à chaque fois. C'est un atelier qui dure 4 jours. Le premier jour, nous parlons donc de l'initiative PRET, des expériences de la COVID. Donc, la préparation aux 5C et à l'éventualité d'une pandémie. Et ensuite, nous parlons des outils et de comment aller de l'avant. Ce n'est pas facile de comprendre tous les concepts et nous avons compris que là, il y a besoin de travail. Le deuxième jour, nous parlons donc des interdépendances, c'est-à-dire l'engagement au-delà des 5C. Nous revoyons les outils, nous réfléchissons à comment agir et bien sûr, nous avons ensuite donc des groupes par pays et pendant les jours qui suivent, ils sont orientés sur comment développer leur programme, par où commencer et comment aller de l'avant. Et au 4e jour, nous réfléchissons à ce qui a été appris à travers des activités ludiques, par exemple. Et l'après-midi, les pays présentent leurs progrès, les défis auxquels ils ont fait face et les étapes à venir. Et ensuite, nous faisons une présentation du côté afro pour expliquer comment nous pouvons les soutenir. À la fin de l'atelier, ils rentrent donc avec une ébauche, un projet zéro d'un programme qui pourra bien sûr les aider à se lancer et à développer donc un programme. Donc, ils partent avec quelque chose à étoffer, si je puis dire, et une feuille de route à développer. Donc, si l'on ajoute à notre précédent transparent le travail fait aujourd'hui, nous avons donc 31 pays en tout, 27 qui se sont engagés dans l'initiative de préparation et de résilience face aux menaces émergentes. Depuis 2019, nous avons validé 2 plans à travers les ministères de la Santé. Nous avons contacté 16 pays et l'objectif est
toucher encore 14 pays d'ici à la fin de 2023. Donc, cela veut dire qu'on aura collaboré avec 41 pays sur 47 quant à la préparation à la pandémie, parce que je crois qu'il est très important d'utiliser donc l'expérience de la COVID pour pouvoir relever toutes les informations que nous avons pu découvrir et les utiliser pour la suite. Ensuite, nous avons demandé aux pays de faire une présentation sur donc le progrès effectué. Donc ça, c'est le 4e jour de l'atelier. Nous leur demandons de présenter l'ébauche de projet, les défis auxquels ils ont fait face pendant l'atelier, ce qui nous permet, nous, bien sûr, d'avoir des retours, de réfléchir à comment nous pouvons améliorer l'atelier et les modifications nécessaires. Et un défi qui a été relevé est comment démarrer. Donc, nous réfléchissons à des outils ou des ressources pour aider les pays à se lancer. Nous avons également demandé aux pays de présenter leur feuille de route, une feuille de route qui les aiderait donc à finaliser leur programme. Nous les encourageons à faire des exercices de simulation et organiser des ateliers multisectoriels pour dialoguer avec d'autres parties prenantes et ensuite, bien sûr, approuver leur programme. La plupart des feuilles de route sont très ambitieuses en matière de calendrier, ce qui est une bonne chose. Et nous collaborons avec les pays pour effectuer un suivi et s'assurer que les choses avancent grâce à certains ateliers. Et nous faisons le suivi auprès des personnes qui étaient présentes à notre atelier pour étudier le progrès effectué. Alors, par rapport à comment se lancer, nous avons créé donc cette diapositive que vous voyez à l'écran, donc avec ma collègue qui est consultant, mes consultants donc ici et en Angola. Donc, nous tentons de soutenir les pays pour qu'ils comprennent comment procéder et comment utiliser les modules prêts, identifier ce qu'ils ont, se baser sur les documents existants pour vraiment déterminer ce qu'ils ont et identifier les lacunes. Il y a donc certains pays qui ont fait des analyses plus poussées que d'autres sur certains points, selon certaines analyses ou certains résultats. Et les pays peuvent bien sûr utiliser l'approche qui leur convient le mieux. Et enfin, il s'agit de définir les actions à mettre en place pour être préparés. Donc, nous identifions les objectifs et également les déclencheurs. Donc, les actions à mettre en place avec les 5C, bien sûr, à tous les stades opérationnels d'une pandémie, les stades de déroulement. Comme je l'ai dit, nous avons parlé de la suite pour l'équipe Afro. Donc, nous allons soutenir les pays à travers une équipe technique, à travers des ateliers CIMEX, un soutien financier également pour la validation des programmes et l'élaboration des programmes. Et nous réfléchissons à des outils que nous pouvons mettre à disposition pour les aider. Et bien sûr, enfin, le plaidoyer. Nous constatons que cela est bien nécessaire à l'interne, au niveau national. Je vais m'arrêter là. Voilà quelques photos des ateliers que nous avons organisés et de notre bureau régional ici. Merci beaucoup. Très intéressant. Si vous avez des questions concernant cette approche régionale qui a été expliquée par notre collègue, mettez vos questions dans l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons donc inviter notre panel, nos 3 représentants de pays. Ils vont mettre leurs vidéos et je vais les présenter. Dr Christian Zaragoza du Mexique, directeur de l'information épidémiologique au ministère de la Santé. Dr Rainer Worth, chef de projet de la préparation à la pandémie au sein de l'Office fédéral suisse de la santé publique. Bienvenue. Et Dr Nadine Yared, marhaba,
qui est sur le comité des maladies infectieuses, consultante indépendante pour le plan de préparation du ministère libanais, ministère de la Santé publique. Bienvenue à vous trois. Merci d'être parmi nous. Donc, c'est une discussion de ces panélistes. Nous avons donc une question pour chacun et chacune d'entre vous pour être au parfum de ce qui se passe dans votre pays. Christian, je vais commencer avec vous, si cela vous convient. Est-ce que vous m'entendez bien, Christian, docteur Christian Zaragoza? Ah, bonjour, vous êtes là. C'est parfait. Merci beaucoup. Je sais que vous allez parler espagnol, hein, il n'y a pas de problème. Donc, le Mexique est en train de mettre à jour son plan national de lutte contre la pandémie. Quelles sont vos priorités en matière de renforcement de capacité? La planification est une chose et la préparation en est une autre. Comment avez-vous identifié vos priorités et quelles sont vos priorités? Merci. C'est à vous. Merci beaucoup et bonjour, bien sûr, depuis mon continent où il fait très chaud. Comme vous le savez, le Mexique est un pays de 130 millions d'habitants et un pays sur le littoral. Et comme vous le savez, il y a plusieurs caractéristiques spécifiques où nous avons donc des peuples autochtones qui sont bien sûr des peuples vulnérables. Et pendant les périodes interpandémies, nous devons faire un exercice quant à comment réagir à ces phénomènes qui ont eu lieu ces dernières années. Et dans ce processus, nous devons mettre à jour donc notre plan national de lutte contre la pandémie ou les affections respiratoires potentiellement pandémiques, et ceci donc sous l'égide de l'OMS. Actuellement, nous devons donc nous baser sur ce que nous allons faire. Nous souhaitons identifier plusieurs composantes à travers la planification, la coordination, le suivi de l'épidémiologie en tant qu'éléments fondamentaux. Nous avons bien sûr le renforcement de laboratoires, la prévention de maladies à travers les vaccins et ce qui est important, c'est que grâce à la pandémie de COVID-19, nous avons compris que nous devons améliorer les services, ce qui est bien sûr un défi. Nous avons fait face donc à des quarantaines et nous faisons également face maintenant à la transformation de la technologie, ce qui est essentiel pour poursuivre des activités essentielles. Au-delà de ça, les enquêtes et le développement sont également clés, mais je dois parler bien sûr de l'évaluation de la planification. L'Association panaméricaine de la santé nous a permis de travailler et nous avons pu identifier donc les parties prenantes dans différents scénarios potentiels. Et en tant qu'épidémiologiste, je suis convaincue que la COVID-19 nous a apporté toutes sortes de scénarios potentiels. Ainsi, avec ces priorités en matière de renforcement de capacité, je dois souligner, et bien sûr, c'est un des fondements de l'OMS et des bureaux régionaux, c'est le règlement sanitaire international RSI. C'est un document contraignant et je suis certain que ce document, pendant la pandémie, a été sous pression. Et nous avons besoin de
l'examiner et de le réviser pour nous préparer à un autre événement éventuel. Il y a également donc la législation internationale et la législation nationale qui nous permettent d'avoir des niveaux différents de mise en place et de mise en œuvre. Et comme nous l'avons déjà dit, à travers les systèmes de santé, nous avons appris que la souplesse est indispensable. Nous avons appris à nous déployer très rapidement, mais une fois qu'une pandémie est terminée, que celle-ci s'est terminée, en tout cas, nous avons dû revenir en arrière pour évaluer ce qu'il s'est passé et nous devons comprendre comment diminuer les processus. Je suis tout à fait d'accord avec les leçons apprises, les innovations et les innovations que vous proposez. Je vous remercie pour votre proposition. Donc, le Mexique est un pays exemplaire dans le système de One Health, la santé unique. Donc, la Suisse, vous êtes en processus d'amélioration de votre plan. Vous travaillez de manière intensive depuis plusieurs mois. Pouvez-vous décrire votre processus et le module respiratoire numéro 1 a-t-il été utile pour votre processus? Oui, peut-être que je vais vous expliquer notre processus d'un point de vue plus historique. Nous avions déjà le plan de préparation à la grippe qui avait été mis à jour en 2018 pour la dernière fois. Après la pandémie, la commission parlementaire avait déjà fait des suggestions, c'était en 2021, sur la manière dont cela pouvait être amélioré et également à la suite des recommandations de l'OMS sur le fait qu'il ne fallait pas se concentrer que sur une grippe, mais d'autres pathogènes. En 2020, nous avons eu une première évaluation, collecte des différents rapports disponibles qui a analysé le COVID-19 et sa pandémie. Et à partir de là, fin 2022, nous avons créé un projet. Nous sommes donc organisés sous la forme de projets avec des directeurs projets, avec 3 ou 4 personnes qui travaillent sur les projets. Et notre travail, c'est de trouver pour chacune des parties du nouveau plan de préparation à la pandémie des experts qui puissent examiner ces rapports dans leur domaine de spécialité. Ce n'est pas moi-même ou notre équipe qui l'écrivons, on peut faire quelques modifications, mais nous avons plutôt créé un vivier d'experts qui se chargent des différents aspects des rapports. Voilà donc pour le processus. Et à la fin de l'année, nous allons essayer de publier une première version. Concernant la deuxième question, comment le module PREP nous aide? Eh bien, tout d'abord, cela a été très utile puisque ça nous a aidé à confirmer notre approche, en tout cas les attentes, à savoir de se concentrer sur les pathogènes respiratoires. Deuxièmement, un autre aspect important, c'était également de vraiment se pencher sur la question des innovations, notamment la génomique, mais également la gestion des infodémies. Nous en avons également parlé. C'était aussi un sujet important pour nous assurer qu'on suivait bien ces lignes directrices. Ensuite, nous l'avons également beaucoup utilisé pour remettre en question le contenu du plan de préparation pandémie, mais également pour nous assurer que nous prenions bien en compte tous les aspects. Nous avons également utilisé le diagramme de préparation et réponse. Peut-être que notre point de vue était un peu différent pour la phase réponse. Nous avons pris en compte différents pathogènes. Il peut y avoir des pathogènes où des vaccins ou des traitements sont déjà disponibles, ce qui est différent lorsqu'il y a un pathogène tout à fait nouveau, où il faut examiner les modes de transmission, et lorsqu'il n'y a pas de traitement ou de vaccin disponible. Et donc, dans ces deux cas,
Nous souhaitions qu'ils soient inclus dans le plan de préparation afin d'être préparés à tout type de situation. Merci, Rainer. J'apprécie que vous ayez mentionné en effet le scénario pour voir ce qui est disponible, ce qu'il faut apprendre sur les pathogènes de manière rapide. Merci beaucoup pour vos contributions. Maintenant, je vais me tourner vers le docteur Nadine du ministère de la Santé publique au Liban. Le Liban a fait beaucoup de travail avec une approche multisectorielle, notamment durant un récent exercice de simulation. C'était très enthousiasmant. Cela fait partie de votre processus de mise à jour du plan de préparation aux pandémies. Qu'avez-vous appris de cette inclusion des différents secteurs du processus et du fait d'intégrer les différents secteurs dans votre processus de planification et de préparation? Vous avez la parole. Merci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de partager notre expérience. Nous avons dû passer en revue le plan. Au début, il a fallu identifier les lacunes du plan. Jusqu'à maintenant, les plans précédents contenaient des descriptions des différents départements qui participaient à la préparation, que ce soit la surveillance, le département de réponse immédiate, mais également les départements de la défense, de la communication, les comités de soutien, les systèmes de santé, tous les départements et secteurs qui participaient à cette préparation. Mais il y avait des lacunes majeures dans le plan tel qu'il était, dans le sens où le plan ne décrivait rien sur la manière dont ces différents départements allaient collaborer ensemble. Nous avons donc décidé de lancer un exercice de simulation, pas un test de simulation. Le plan comprenait de nombreuses lacunes et nous avons décidé de lancer un exercice de simulation. Et dans ce cas, nous avons réuni tous les départements, tous les secteurs qui participeraient à ce plan de préparation à une éventuelle pandémie. Il y avait des personnes représentant des communautés, des personnes qui travaillaient à la surveillance, les systèmes de santé, la communication, de manière verticale jusqu'au plus haut niveau. Ces personnes ont été réunies dans une salle et nous avons donc lancé cet exercice. Nous avons parlé de différents scénarios et pour chacun des scénarios, chacun de ces départements, que ce soit le département vétérinaire, de la défense, le département médical, chacun de ces secteurs, départements, ont exprimé clairement leur rôle et leurs responsabilités dans ce scénario selon leur propre perception et leur propre compréhension. Et le résultat de cet exercice de simulation étaient les suivants. Cela a permis de mettre en lumière et de répondre à de nombreuses lacunes. Tout d'abord, lorsque chacun des départements a exprimé leur rôle selon leur propre perception, ils se sont alors rendus compte des limites, des capacités de chacun de ces départements. Et donc ça, c'était déjà bien compris. Et ensuite, deuxièmement, non seulement avaient-ils compris quel rôle ils auraient, puisque cela n'était pas très clair dans le plan précédent, ils ont compris leur rôle et chacun de ces départements a compris qu'il y avait d'autres départements avec lesquels ils devraient collaborer. Et la collaboration est automatiquement devenue plus claire et les différents niveaux de collaboration également, pas seulement entre les départements, mais également les niveaux de collaboration. Par exemple, en tant que représentant du corps médical, j'ai compris à ce moment-là, durant cet exercice,
quels étaient mes rôles et responsabilités dans la préparation à une pandémie. Et j'ai également compris comment il fallait que je collabore et quand collaborer avec chacun des différents secteurs, avec le département communication, avec celui de la défense, avec la surveillance, etc. Et donc, les rôles et capacités des différents départements ont été clairement identifiés. Les mécanismes de collaboration ont également été précisés pour tous les publics, participants ou partenaires, mais également les alertes, ce qui devait déterminer à quel moment la collaboration devait se faire, à quel niveau et quel niveau de riposte selon les scénarios. S'il y avait par exemple une maladie dans un pays distant, avec peu de risques, alors c'était peut-être uniquement le département surveillance et communication pour la riposte. Dans ce cas-là, ce seraient ces équipes-là qui informaient la communauté sur cette maladie. Mais s'il s'agit d'un pays proche, avec un risque élevé de morbidité dans mon pays, alors il s'agit d'une riposte bien plus large qui intègre beaucoup plus de départements, l'équipe surveillance au point d'entrée, mais également le contrôle des points d'entrée, peut-être avec le département de la défense, et bien évidemment le département communication à un niveau différent, avec un contenu différent. Et donc, selon ces scénarios, selon ces cas, la réponse est devenue plus claire et s'est précisée pour chacun durant cet exercice. Et en plus de cela, durant l'exercice, il y a un autre sujet qui a été clarifié. Bien évidemment, chacun comprenait qu'il devait se préparer, mais ils ont compris que la réponse et la préparation à une pandémie ne se fait pas de manière ponctuelle, selon un événement. Ils ont compris qu'au-delà des pandémies, il doit y avoir un renforcement des capacités de ces différents départements entre les pandémies. Ça, c'était très important. Il ne faut pas simplement être prêt à une pandémie comme une réaction à une pandémie déclarée. Non, il faut que ce soit une préparation en amont, notamment entre les pandémies, avec ce travail de préparation. Et donc, cela est apparu plus clairement alors que cela ne se faisait que dans certains départements, surtout la surveillance et la réponse immédiate, mais pas tous les départements qui participent au plan de préparation. Et donc, à travers la simulation, cet exercice des simulations, nous avons pu combler de nombreuses lacunes entre les différents éléments du plan de préparation. Cependant, une des limites de cet exercice de simulation était le fait qu'il n'adressait pas certaines des lacunes inhérentes au système dans les pays. Et alors que nous avons passé en revue le plan, nous avons réalisé différents points. Tout d'abord, lorsque nous avons écrit le document de préparation, il fallait que ce soit un document reconnu et contraignant pour tous les différents départements. Et il fallait que ce document soit soutenu par les départements au plus haut niveau afin de préparer d'éventuels conflits, puisque c'est lié au bien-être de la population de manière plus large. Et ce document devait être public et ne pas rester dans les tiroirs des ministères, puisque sinon, il ne pourrait pas intégrer tous les départements qui ont un rôle dans la préparation aux pandémies. Ensuite, deuxième point, oui, je conclus.
Les lacunes que nous avons identifiées, pour certaines, étaient dans le plan de préparation, à la grippe notamment, mais il y en avait beaucoup qui étaient des lacunes du système en lui-même. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de passer d'un plan de préparation à la grippe à la préparation d'un système plus global. Et donc, un plan de préparation du système qui prendrait en compte tous les éléments, mais surtout qui décrirait en détail la manière dont ces différents départements travaillent ensemble, collaborent durant toutes les phases de pandémie et également entre les pandémies. Et donc ça correspondait au PrEP pour les pathogènes respiratoires. Et ce qui nous est apparu clairement également, c'est que, étant donné que la préparation aux pandémies n'est pas un processus ponctuel, mais plutôt un processus continu, alors il faut qu'il y ait des réunions régulières, des répétitions pour réunir ces personnes afin de conserver cet élan qui a été créé durant cet exercice de simulation. Et étant donné qu'il y a beaucoup de lacunes systémiques, nous avons souhaité résoudre ces lacunes systémiques en organisant des ateliers nationaux, comme l'atelier national qui devrait se tenir au Liban dans les mois à venir. Merci, Dr Nadine. Nous apprécions beaucoup vos contributions, notamment la question de la collaboration, les interdépendances qui nous parlent vraiment. Dr Christiane Reinhold Nadine, merci pour vos réflexions. En effet, je pense que nous avons entendu de nombreux pays s'exprimer sur ce sujet et pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et des sujets communs qui émergent sur le chat ou la session questions-réponses. Sachez que les lignes directrices continuent à vivre. Nous accumulons des connaissances. Nous engageons les communautés de pratique, plus d'exercices de simulation, le soutien de l'OMS et d'autres partenaires. Et surtout, rejoignez-nous pour notre prochain webinaire EpiWin en septembre, afin de réfléchir à la manière dont on peut travailler ensemble. Et nous avons de nombreux partenaires, cet appel. Et cela montre bien la nécessité d'avoir cette multisectoralité. Je vous remercie. Je me tourne vers le docteur Supriya pour des commentaires de clôture. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Gina. Et merci à toutes les personnes qui ont fait une présentation aujourd'hui. C'était des contributions passionnantes de la part des pays et des régions également. Je voudrais clore cette réunion en remerciant tous les participants. Merci de vous être présentés. Merci pour vos questions. Nous essaierons d'y répondre aussitôt que possible. Et nous essaierons de répondre à vos questions. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette participation. J'aimerais conclure en remerciant l'équipe EpiWin, Dr Agnesi Pastorino, Dr Priya Umachandran, Madame John Fang Lu, Tim Nguyen. J'aimerais également remercier toute l'équipe prête, Shoshana Golden notamment, mais aussi Brittany Moran, Chris Chadwick, Dawson et les autres membres de l'équipe. Enfin, Dr Sylvie Briand pour son aide et le Dr Gina Saman pour leur excellente gestion de ce webinaire. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver en août avec 3 webinaires à venir sur la dengue, la fièvre Lassa et le Zika. Et en septembre, comme Gina l'a dit, nous aurons un autre webinaire PrEP. Nous avons hâte de vous retrouver. Merci de bien remplir le sondage si vous souhaitez recevoir un certificat de participation. Merci beaucoup.